Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 20h30. Si vous nous suivez à la télévision, via vos box, émission que vous retrouvez par ailleurs chaque jour, bien sûr, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés européens qui évoluent sans les marchés boursiers américains qui restent fermés aujourd'hui pour les funérailles de Jimmy Carter qui se déroulent en ce moment à Washington. L'Europe sans Wall Street, c'est une Europe qui progresse aujourd'hui avec un CAC 40 qui recolle au niveau des 7500 points. Vous aurez le détail de ces mouvements dans un instant avec Pauline Grattel. L'autre grand marché, le grand marché d'ailleurs que tout le monde surveille ces derniers jours, c'est le marché obligataire avec la police des marchés, la patrouille obligataire qui est de sortie à nouveau visiblement. On a vu des tensions s'exacerber encore au cours des derniers jours et des dernières semaines. Le 10 ans américain donne le là, bien sûr. Le 10 ans américain a repris 50 points de base en un mois avec des effets de contagion à l'ensemble des marchés obligataires développés et parfois même des effets de crispation comme on a pu le voir sur le marché britannique avec des gilts qui ont beaucoup souffert depuis hier, qui continuent de souffrir encore un peu aujourd'hui et en parallèle de cela, une devise britannique, le sterling, qui s'est craché de plus de 1% hier contre dollar. Les taux élevés, le dollar fort, c'est donc l'environnement de marché pour ce début d'année, des marchés actions qui arrivent néanmoins à résister. Je le disais, on est dans le vert aujourd'hui en Europe sur l'ensemble des grands indices. Voilà pour les thèmes de cette rentrée 2025 que nous aborderons bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous ferons la part belle à la gestion thématique. C'est Ronnie Michalil, le président de Galilée Asset Management, qui sera avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse pour dresser le grand palmarès des thématiques 2024. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Grattel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Une tendance plutôt positive aujourd'hui pour les marchés boursiers ouverts en Europe. Oui, la séance est relativement calme pour l'ensemble des indices européens qui sont tous dans le vert. Le CAC 40 gagne 0,6% et évolue autour de 7500 points. Les marchés boursiers américains restent donc fermés aujourd'hui pour les funérailles de Jimmy Carter, décédé le 29 décembre dernier à 100 ans. Il était le 39e président des États-Unis. Je le disais en introduction, effectivement, un des marchés qui attire l'attention depuis quelques heures, c'est le marché britannique. Oui, effectivement, c'est sur ce marché obligataire britannique qu'on a observé les tensions les plus importantes hier. Des tensions qui ne s'apaisent pas aujourd'hui, avec un 10 ans britannique qui se maintient sur ses plus hauts depuis 2008, autour de 4,85%. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans se stabilise pour l'instant autour de 4,65%. Et en Europe, le 10 ans français est revenu au plus haut depuis un an à 3,4%. Et on retrouve bien sûr le corollaire de ces tensions obligataires sur le marché des changes. Oui, alors que les taux britanniques montaient, on a vu la livre sterling tomber à son plus bas niveau par rapport au dollar depuis novembre 2023. L'euro, lui, reste plombé autour de 1,03 $. Côté statistique, en attendant les grands chiffres d'emploi américains, les investisseurs ont pris connaissance des ventes au détail pour la zone euro au mois de novembre. Oui, elles ressortent en hausse de 0,1% sur un mois en novembre après un repli de 0,3% le mois précédent, mais c'est sous les attentes. En Allemagne, les investisseurs ont aussi pris connaissance de la production industrielle de novembre qui rebondit sur un mois de 1,5% après un recul de 0,4% le mois précédent. Vous évoquez les ventes au détail zone euro. À propos de consommation, beaucoup de grands retailers ont publié ou sont en train de publier le point d'activité qu'ils ont pu avoir à l'occasion des ventes de fin d'année pour Noël. Oui, Tesco fait état de ventes records et parle du plus grand Noël de son histoire. Le titre du supermarché britannique Tesco s'inscrit en léger recul, sans doute victime de quelques prises de profit après la publication de son point d'activité donc pour la période de Noël. Tesco fait état de ventes records en hausse de 4,6% sur un an. Oui, Tesco qui n'est pas un cas à part. D'autres retailers se félicitent également des très bons résultats enregistrés sur la fin d'année 2024. Les exemples du jour sont ceux par exemple de Aldi ou de Lidl dans l'univers du discount ou du hard discount même. Oui, et il y en a eu bien d'autres comme Marks & Spencer, toujours au Royaume-Uni, qui annonce lui aussi avoir battu des
records de ventes, des chiffres bien meilleurs que prévu avec de belles performances dans l'alimentation. Malgré cela, le titre cède plus de 7% à Londres. Le groupe s'inquiète en effet d'un environnement économique de plus en plus incertain. Et puis un mot du titre Carmat aujourd'hui sur le marché parisien qui fait figure de vedette du jour parmi les petites capitalisations. Oui, le titre est en hausse de 8% après que l'entreprise ait fait état de 42 cœurs artificiels implantés au cours de son exercice 2024. Le chiffre d'affaires est plus de 2 fois supérieur à 2023 à 7 millions d'euros. Quel sera le programme pour finir la semaine demain sur les marchés politiques ? La journée de demain sera rythmée par la publication du rapport sur l'emploi du département du travail américain pour le mois de décembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre Bismuth est avec nous, directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. À vos côtés, Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel. Bonsoir. Et Florian Yelpo qui complète ce trio, responsable macro chez Lombard Odier IM. Bonsoir Florian. Bonsoir. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver dans cette première semaine de rentrée pour Smart Bourse et pour les marchés, avec un mouvement que tout le monde regarde, le mouvement des taux longs notamment, effectivement, qui se réapprécient fortement depuis quelques semaines maintenant. On avait eu un petit répit, je me souviens, fin novembre, après la nomination d'un Scott Bessent, par exemple, au Trésor américain. Ça a dû durer quelques jours, 2 semaines au mieux, avant de repartir de plus belle. Le 10 ans américain a repris sur la séquence du mois écoulé 50 points de base, à plus de 4,70%, c'est ce qu'on a vu hier. Florian, le mouvement est assez global. Qu'est-ce qui explique là cette nouvelle patte de hausse des rendements obligataires souverains ? Alors, c'est difficile de mettre le doigt sur un facteur unique, je pense. Il y a 2 facteurs qui nous viennent en tête, en tout cas dans nos discussions, dans le cadre de nos comités d'investissement. Le premier de ces facteurs, c'est peut-être une forme de frustration vis-à-vis de la politique de la Fed. On est en train de se rendre compte probablement qu'il y a un peu plus d'inflation que prévu initialement, que l'inflation est un peu plus collante, un peu plus visqueuse, comme on dit, que prévu. Et quelque part, cette remontée des taux s'effectuant au travers de la progression des taux réels et non pas au travers de la prime inflation, on aurait l'impression que les marchés tentent simplement de faire de la politique monétaire à la place de la Fed. Aussi simplement que ça, parce que des taux courts à 5,5, ça a un effet sur le système interbancaire, c'est censé faire monter les taux, mais bon, les taux courts ont baissé. Par contre, des taux réels à 2,15, 2,25, 2,50 selon comment on les mesure aux États-Unis, ça, c'est une variable qui va avoir une incidence macro sur le cycle, sur la conjoncture, qui peut être plus forte, plus marquée. L'investissement aux États-Unis, il n'est pas très fort depuis 3 ans, il faut être assez clair de ce côté-là. Alors ça, c'est le premier facteur à notre sens, c'est qu'il y a une frustration et une tentative de prendre la main, tout simplement, sur la politique monétaire. Le deuxième élément, c'est des problématiques de dette. On a encore des déficits rampants aux États-Unis qui sont monstrueux. Je sais qu'en France, on parle beaucoup de déficit public, mais il suffit de regarder de l'autre côté de l'Atlantique pour se rassurer. On est sur un doublé à 6% sur 2 ans, et là, ce que projette le FMI, c'est 5% de déficit primaire. C'est proprement monstrueux. Enfin, c'est ce qu'on pourrait utiliser en période de récession, sauf qu'il n'y a pas de récession. Il n'y a pas visiblement de tentative de reprendre la main. Là encore, on a l'impression que le marché tente de reprendre la main aussi sur la politique fiscale. Quelque part, on a l'impression que le marché reprend la main sur le policy mix dans son ensemble, à la fois fiscal et monétaire. Et c'est ce qui justifie potentiellement ces remontées de taux. On est mal à l'aise, globalement, vis-à-vis de la situation, à la fois en termes d'inflation et à la fois en termes de fiscalité. Et le marché corrige. J'aime bien l'idée, le marché reprend la main, c'est l'idée de la patrouille obligataire, quoi. C'est-à-dire on se montre vigilant par rapport peut-être à la première baisse de taux de 50 points de base de la Fed en septembre, sans parler d'erreur de politique monétaire, mais peut-être un doute sur le bien fondé finalement de cette approche il y a quelques mois. Et puis sur la partie budgétaire, il est temps aussi de mettre un prix sur la signature ou le risque de signature peut-être de certains États, quoi. C'est un exercice qui est très difficile. C'est très difficile de mettre un prix justement sur la signature américaine. Là où on peut se dire que c'est plutôt l'inflation qui domine la partie dette, c'est parce que le dollar se renchérit. C'est le contraire en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, on a vraiment... Là, c'est vraiment la signature. Voilà, quelque chose de très marqué du côté fiscal à notre sens. Pour le moment, nos estimations, c'est la trajectoire sur laquelle les US semblent s'orienter nécessite à peu près 70 à 80 points de base
de taux réel en trop, quoi. Une prime de 80 points de base de taux réel, et c'est ce qu'on a pricé plus ou moins au-delà du pivot des 1,50. Donc c'est un peu comme ça qu'on voit la situation. Simplement, gardons en tête que ces taux réels aussi élevés, c'est la plus mauvaise nouvelle macro qu'on puisse avoir dans l'environnement. C'est ce qui freine l'économie, quoi. C'est ce qui devrait freiner l'économie, parce que ça a une incidence directe sur l'investissement, et on connaît bien les canaux de transmission de la politique monétaire. Michel, le regard d'un économiste justement sur ces mouvements de taux, sur cette séquence-là. Alors, quand on regarde cette évolution des taux longs depuis un mois, là, vous le mentionniez, environ 50 points de base de hausse des taux. Comme vous le disiez, elle est globale, à part peut-être le Japon et la Chine, c'est les ordres de grandeur qu'on retrouve sur tous les marchés. Et après, quand on regarde dans le détail d'où ça vient essentiellement de la hausse des taux neutres. Autrement dit, les taux anticipés, donc 5 ans, 10 ans, quand il n'y aura plus de cycle économique, le taux où les banques centrales s'arrêteront. Ce qu'on considère être les taux d'équilibre. Les taux d'équilibre. Et quasiment 100% de la hausse des taux longs est expliquée par ça. D'accord. Alors, ça correspond à peu près à ce qui a été dit. C'est finalement le taux neutre, hein, celui qui fait que la politique monétaire pèse ou ne pèse pas sur l'économie et qui permet d'arriver à 2% d'inflation partout. Il a remonté en un mois d'environ 50 points de base. Et donc ça révèle peut-être deux choses. Ça révèle des inquiétudes nouvelles sur l'inflation à long terme, à moyen et à long terme. On voit que les anticipations d'inflation ont remonté aussi. Et ça révèle aussi, finalement, une prise de conscience de la résistance des économies avancées. Il faut, pour le moment, que la politique monétaire ou la politique budgétaire soit plus dure pour que les marchés du travail s'assouplissent plus et que les pressions inflationnistes domestiques se résorbent. Pourquoi ça a augmenté de 50 points de base en un mois, alors que finalement, quand on regarde les données macroéconomiques... Et comme vous dites, partout, pas juste aux États-Unis. Voilà, partout. Elles n'ont pas bougé significativement. Il n'y a pas eu en un mois de nouvelles données macroéconomiques qui font dire il faudrait des taux de 50 points de base plus élevés qu'auparavant. C'est juste qu'on ne sait pas où sont vraiment les taux neutres. On a vécu pendant plus de 10 ans avant la pandémie, presque 10 ans entre la grande crise financière et puis après la pandémie, avec l'idée que les taux d'équilibre devaient être très faible, et pour la zone euro quasiment à zéro. Croissance potentielle quasi nulle, quoi. C'est un peu ce qu'on demandait. Hein. Voilà. Et là, aujourd'hui, on sait qu'on est dans un nouveau régime. Je pense qu'il y a beaucoup d'arguments macroéconomiques pour dire qu'on est dans un nouveau régime et que ce ne seront pas des taux aussi bas qu'auparavant. À quel niveau ils doivent être, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, après, les marchés sont très volatiles, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de fondamental depuis un mois qui puisse expliquer ce repricing. Donc c'est un tâtonnement de marché, voilà, pour vous, c'est ça. Les banques centrales sont un processus de baisse des taux qui est permis par la désinflation, qui a été réel. Hein. Maintenant, on a des taux d'inflation en zone euro à 2,4. Aux États-Unis, on est à moins de 3. On était beaucoup plus élevé auparavant. Ça devrait continuer encore. La question, c'est, encore une fois, c'est jusqu'où il va falloir s'arrêter pour qu'on revienne durablement sur 2%. Et ça, c'est un processus de découverte par apprentissage, hein, learning par doing. By doing, les banques centrales vont baisser les taux et on le saura. Mais voilà, les marchés tâtonnent aussi. Ouais. Pierre, comment vous regardez ce mouvement? Et puis, c'est vrai que là, on parle du mouvement qu'on voit depuis début décembre, mais si on remonte à la première baisse de taux de la Fed, mi-septembre, de 50 points de base, depuis ce moment-là, les taux longs n'ont cessé de remonter. Et là, c'est 100 points de base qu'on a repris depuis mi-septembre sur du 10 ans américain, par exemple. Alors moi, je vais peut-être être moins intelligent que tout le monde. En fait, laissez-nous juger. Non, mais je trouve ça extrêmement plaisant de revenir à des courbes de taux qu'on comprend. Parce que j'avoue que les courbes de taux complètement inversées, où on craint des récessions fantômes qui n'arrivent jamais, c'était quand même une vraie énigme. Et moi, honnêtement, j'étais pas très très à l'aise avec des courbes de taux comme ça. Donc là, maintenant que les courbes de taux sont enfin repentifiées et affichent des courbes, des pentes positives, même entre le 10 ans et le 3 mois, ouais.
Franchement, je retrouve un monde dans lequel... Que vous comprenez. Voilà, c'est beaucoup plus, je suis beaucoup plus à l'aise. Et donc, de manière totalement moins intelligente, je me dis que on est nombreux à penser comme ça et qu'une courbe des taux, c'est forcément pentu quand il n'y a pas de récession. Et donc, on est un bear steepening. C'est ça, parce que là on parle bien d'une repontification par la hausse des taux longs. Hausse des taux longs, c'est baisse ça. des taux courts, donc on a... Parce qu'on voit ces mouvements de pontification généralement au moment du déclenchement d'une récession, mais parce que les taux courts se mettent à baisser violemment. On a quand même attendu 3 ans ou 2 ans une récession qui est venue. Le marché était complètement neurasthénique, et puis finalement il a suffi de l'élection de Donald Trump pour se dire, là, on a un président qui est hyper pro-croissance, parce que la dernière fois, il nous a mis du charbon sur du nucléaire, et donc on a eu une croissance américaine complètement folle. Et donc, on dirait que tout le monde a revu ses objectifs de croissance, ses objectifs de déficit, et on revient finalement dans un monde qu'on comprend beaucoup mieux, et effectivement, les taux courts sont plus bas que les taux longs, et curieusement, tout le monde occidental réagit de la même manière. Il nous reste encore l'Allemagne. Bon, alors la Suisse, je ne sais pas où est le taux court en Suisse, mais il doit être vraiment très bas. Proche de 0 déjà 0,5, ouais. 0,5, donc même la courbe suisse s'est repontifiée, on est presque plat désormais. On a quoi, 1,20 sur le 10 ans suisse à peu près? À peu près, ouais, c'est ça, donc autour on de... est pontifié. Enfin, tout le monde occidental est repontifié, et c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel on est quand même beaucoup plus tranquille. Donc ça veut dire que le marché, en gros, n'est plus neurasthénique, plus personne ne price une récession qu'on n'a pas vue. Même en Europe, on arrive à avoir un semblant de croissance, même si elle est moribonde, et on en parlera sur les attentes économiques. Honnêtement, moi, il me semble que le janvier 2025, c'est janvier 2023. En Europe, tout le monde est au bout de sa vie et proche de se pendre. Et aux États-Unis, finalement, il n'y a pas eu de récession. Et ça nous dit quoi de comment les choses peuvent se développer au cours de 2025, là, partant d'un pessimisme exacerbé sur l'Europe et d'un optimisme généralisé sur la croissance américaine? Parce que, en tant qu'investisseur et gestionnaire, qu'est-ce que ça inspire? Moi, en tout cas, ce que ça m'inspire, c'est qu'on a une inflation qui est globalement plutôt contrôlée, parce qu'on voit bien que la BCE n'a pas fini son cycle de baisse des taux, et la Fed n'a pas entamé un cycle de remontée des taux. Alors oui, je sais, moi j'adore les dynamiques. Donc on a eu un changement de discours de Jérôme Powell, mais on n'a pas eu le contre-pivot du pivot. Non. Et donc comme on est toujours dans un cycle où on a des taux qui sont assez sous contrôle, la visibilité est en réalité très forte. On sait que la BCE va baisser. On sait que la Fed va pas monter, va probablement baisser. Voilà. Et donc ça, au moins pour quelques mois, quelques trimestres peut-être, on a quand même un guide assez clair. Oui, c'est quand même vraiment extrêmement agréable. Donc là, moi, je retrouve... Alors, j'espère que je ne me tromperai pas, mais un environnement très janvier 2023 où en fait on a vraiment une Europe neurasthénique, des attentes extrêmement basses, vraiment donc des problèmes. Alors en plus on a des problèmes politiques, mais on sait tous très bien que finalement la politique allemande ou la politique française, oui, on peut se gargariser sur on emprunte plus cher que les Grecs. Mais bon, on n'est pas en 2010, on n'est pas à 35%, donc on est à 3,40. Oui. C'est pas bon, c'est pas super. Mais en même temps, c'est bien que le marché obligataire fasse son boulot et dise là, il faudrait peut-être arrêter de jouer avec les finances publiques, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais on n'a pas, même en ayant un frein sur les finances publiques, on n'a pas du tout de marché qui price des récessions. On voit que l'Allemagne, oui, le taux remonte, le taux de 10 ans remonte, il y a une prime de risque qui arrive, et on se repentifie, et c'est plutôt extrêmement agréable d'évoluer dans un monde obligataire qu'on comprend beaucoup mieux dans ce sens-là. Je vous fais réagir sur l'Europe, bien sûr, Michel, là, sur la croissance européenne qu'on entrevoit pour 2025. Alors le consensus est positionné entre 0,5 et 1%, c'est ça peut-être 0,9. 0,9 précisément pour le consensus moyen. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière 0,9 et quels vont être les moteurs ou qu'est-ce qui va façonner cette croissance en zone euro pour cette année selon vous, Michel? Alors je dirais déjà 0,9, c'est déjà mieux que les 2 dernières années, 2000, même en séquentiel d'ailleurs, même les 3 dernières années, 2022, 2023, 2024.
Donc ça, c'est intéressant parce que vous mentionniez le pessimisme ambiant, mais le consensus des économiques, c'est une croissance légèrement supérieure en 2025 que les 2 ou 3 dernières années. Et la raison, c'est le rebond de la consommation. Tout le monde prévoit un rebond de la consommation, et donc les plus optimistes au-dessus de 0,9 se disent qu'en plus il y aura du pouvoir d'achat et en plus il y aura une désépargne. Et les moins optimistes disent bon, il n'y aura peut-être pas de désépargne. On sait qu'en Europe, la raison de la faiblesse de la consommation ces 2 dernières années, ça a été un taux d'épargne extrêmement élevé, 3 points et demi au-dessus des moyennes pré-pandémiques. Donc, mais je crois qu'il n'y a pas d'équipe d'économistes qui entrevoient que la consommation reste morose. Ouais. Et la raison pour ça, c'est que c'est la désinflation qui permet des hausses de pouvoir d'achat. Le revenu disponible en Europe, il augmente de 2,5% en 2024 et vraiment 1,5% en 2025. La raison est assez simple. Hein. Si vous avez une inflation autour de 2, on va dire, et des salaires, ils sont à 4 et des poussières, même s'ils descendent à 3, il y a du pouvoir d'achat. Et donc, pour que la consommation reste plate, ce qu'elle a été ces dernières années, il faudrait que le taux d'épargne, qui est déjà stratosphérique, devienne super stratosphérique. Ouais. Et donc ça, c'est pas impossible. Hein, même face à l'incertitude, face avec le traumatisme de l'inflation, qu'une génération n'a jamais connu, qui peut marquer les esprits pendant longtemps, hein, Michel. Peut-être. Alors, c'est pas impossible. Peut-être que toutes les équipes d'économistes se trompent et que le taux d'épargne deviendra super stratosphérique. Ouais. Mais quand on analyse les mesures d'incertitude, il y a pas mal d'indicateurs, ils sont déjà super stratosphériques. Ouais. Donc c'est difficile de les imaginer pire encore. Ouais. On prend le cas de la France, on a rarement connu autour d'incertitudes économiques, fiscales. Pareil en Allemagne, c'est difficile de voir pire que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Sans parler de la géopolitique. Donc c'est ça l'idée. La consommation va rebondir, et je pense que ce rebond de la consommation, il a déjà commencé. Tesco nous le dit, Marks & Spencer nous le dit, Michel-Édouard Leclerc nous le dit. Je viens d'écrire un papier cet après-midi sur le sujet. Génial. La consommation, alors comme je disais, elle était à 0 pendant 2 ans. Au 3e trimestre, en zone euro, elle a fait plus 0,7 sur un trimestre. Ouais. Et là, on a des données sur le 4e trimestre, les ventes au détail, on a les ventes de voitures, on a aussi un peu des choses sur la consommation d'énergie. Alors, c'est lié au temps, à la météo. Et on va probablement rester sur le même taux de croissance. Et donc, vous voyez, vous allez faire en 2 trimestres 3 ou 4 années de consommation en volume. Oui. De ce qu'on n'a pas fait, effectivement, ces 3-4 dernières années. 3 années de consommation en volume. Donc c'est assez intéressant de voir ce pessimisme ambiant mentionné et de le confronter à la réalité économique qui est pour un moment moins morose, la réalité. Alors on va avoir on pourrait dire la même chose peut-être de la production industrielle. Hein. Le chiffre allemand est plutôt bon aujourd'hui sur la production industrielle. Les chiffres allemands sont généralement toujours révisés à la hausse, et le chiffre de la production industrielle du mois précédent en Allemagne, elle a aussi été révisé. C'est pareil, le consensus en Allemagne il est à 0,6 après 2 années de croissance à 0. Donc, donc il y a quand même un socle là autour de la consommation et même pourquoi pas de la production qui est quelque chose qui apparaît solide quand même pour la zone euro en 2025. Oui, mais donc vous mentionnez le fait qu'il n'y a pas que les risques de récession dans les pays avancés sont tels, quand on les regarde à l'aune des marchés obligataires avec des courbes des taux qui sont pentues, ces récessions n'existent pas. Mais quand on regarde la situation macroéconomique, les fondamentaux, la situation financière des agents privés, ménages et entreprises, dans les pays avancés, elle est aussi extrêmement bonne. Bon. Donc c'est pas eux qui vont tirer, qui vont dire j'arrête tout de suite. Et donc il faut un catalyste. Ça peut être les coupables classiques, la géopolitique ou les finances publiques. Mais bon, voilà, quand on parle de finances publiques, on voit bien que c'est la mode, l'envie, c'est pas c'est pas la consolidation. Voilà. Non, oui, on est d'accord. Ou alors vraiment à petits pas. Non, on me dit moins de 5% de déficit en France cette année, ce serait un danger. Donc, Florian, sur cette idée, effectivement, cet optimisme sur la croissance américaine, ce pessimisme peut-être, en tout cas cette ambiance pessimiste autour de l'Europe, comment ça peut se traduire en termes
termes de dynamique de marché. Ça fait alors au moins 2 ans et beaucoup plus que les marchés américains, actions, surperforment l'Europe et le reste du monde. Est-ce que ça reste un schéma valable pour 2025 ? Est-ce qu'il faut imaginer des dynamiques qui pourraient changer de ce point de vue-là ? Pour continuer en filigrane de ce qui vient d'être dit, il faut aussi comprendre d'où est-ce qu'on vient. Parce que les courbes des taux étaient inversées et c'est loin d'être une idée bête. Moi, ça m'interroge, ça m'a beaucoup interrogé également. Et on nous a dit, mais non, mais parce qu'en fait, l'économie va bien, c'est juste l'Europe et la Chine qui vont mal. C'était un petit peu un des messages dominants des 2 dernières années. La vérité, c'est que je me suis penché récemment sur les rapports du FMI. Et ce que leur outlook montre simplement, c'est que ça fait 2 années consécutives qu'on a eu une détérioration des conditions économiques dans 80% des pays de la planète. Et il y a juste une minorité de pays qui s'en sont en fait bien sortis. Et parmi cette minorité, essentiellement les États-Unis, qui sont en fait juste une espèce d'îlot où il n'y a pas eu de ralentissement en dépit d'une courbe des taux inversée. Par contre, la situation européenne, elle s'est effectivement détériorée pendant 2 ans, la situation chinoise s'est effectivement détériorée pendant 2 ans, et la situation d'une majorité de pays s'est détériorée. Aujourd'hui, ce qu'on observe... C'est ça, l'exceptionnalisme américain, oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a le contraire. Ce qu'on a, et je suis très aligné avec le rapport justement de l'IMF, du FMI, c'est qu'aujourd'hui, on a le contraire qui est en train de se produire. C'est que le FMI attend qu'une majorité de pays développés voient une reprise économique, au nombre desquels un grand nombre de pays européens. Et là-dessus, nous, on est vraiment alignés. Et on pourrait être face à une forme de reprise nominale, c'est-à-dire qu'on a un peu d'inflation et un peu plus de croissance que prévu, alors qu'on n'a pas eu de récession. Moi, c'est pas qu'on n'a pas eu de récession, c'est qu'on a eu un ralentissement qui se mesure dans des chiffres clairs, tels que calculés par le FMI. On sort de cette mauvaise passe, c'est en train de s'améliorer. Il y a un endroit où on voit difficilement une amélioration, c'est les États-Unis. S'il y a un endroit sur Terre où il va être difficile de voir une amélioration... De faire encore mieux, oui. C'est les États-Unis. À moins qu'il y ait encore un nouveau dérapage et qu'on n'ait pas 5% ou 4% de déficit primaire, mais qu'on ait encore 6, 7, 8. Et je serais intéressé à voir la réaction des marchés dans ce cas-là. Donc, sur le plan macro, l'anomalie est en train de s'inverser. C'est qu'aujourd'hui, on va avoir une majorité de pays qui vont mieux. Et donc il y a une reconvergence qui va se faire. D'accord. En fait, il n'y a jamais eu de déconvergence. Simplement, on ne regarde jamais le gros du groupe. On regarde toujours le meilleur élève de la classe. Oui. Et le meilleur élève, jusqu'à présent, c'était les États-Unis. Oui. Alors, est-ce qu'on peut tirer quelque chose de ça en termes d'investissement ? Sur les actions, c'est quand même difficile. Ce que les large cap américaines proposent, c'est de la croissance, de la qualité, c'est des styles qu'on aime bien avoir dans nos portefeuilles. Maintenant, quand on regarde l'Europe, quand on regarde la Chine, on va trouver des boîtes qui font aussi de la croissance, qui font aussi de la qualité et qui traitent à des prix, à des PE qui sont vraiment très très différents. Comparer la technologie en Chine avec la technologie aux États-Unis, il y a un edge sans H des 2 côtés, c'est-à-dire qu'il y a une avancée, il y a un avantage compétitif des 2 côtés, mais ça ne traite pas au même prix. Bref, tout ça pour dire... cette année, notre scénario macro, c'est de dire reprise nominale. Et ce qui va avec reprise nominale, c'est un étalement des performances. C'est-à-dire des performances plus homogènes. On aime bien le high yield, on aime bien les obligations émergentes, on aime bien les actions émergentes. On aime bien en fait tout ce qui n'est pas les actions développées et tout ce qui n'est pas les États-Unis. C'est là où on a envie d'aller grappiller un petit peu d'upside pour l'année à venir. Et ça a déjà commencé à payer. On a déjà vu une diffusion au-delà des États-Unis. Et quand je dis au-delà des États-Unis, c'est même au-delà des Mag 7 qui font le marché américain. On a déjà vu cette diffusion payer, j'allais dire, dans le reste du monde, ou c'est encore à venir ? Ça reste encore à venir, mais l'Europe reste assez résiliente. Oui. Mine de rien, les taux montent bien, il y a des vrais sujets. Je pense que d'ailleurs, il y a dans les risques, qu'on n'a pas encore trop évoqué, mais l'un des risques, c'est pas vraiment l'incertitude monétaire, comme on le disait, les scénarios monétaires ont l'air assez tracés, on comprend à peu près bien où ça devrait aller. La consommation, ça a l'air de tenir, on voit assez bien l'amélioration en Europe, potentiellement l'amélioration en Chine également. Là où il y a plus d'incertitude, c'est l'investissement. S'il y a un endroit où je pense que ça peut faire mal, c'est justement sur l'investissement. Pourquoi ? Parce que le risque politique, ça joue contre l'investissement, et des taux réels super stratosphériques, pour reprendre l'expression, c'est aussi un facteur négatif pour l'investissement. Voilà. Ça, c'est le scénario de risque. Mais sinon, globalement, reprise nominale égale performance mieux étalée et pas une concentration de toutes les perfs sur un pays, un style, un secteur et 5 stocks. D'accord. Et cet étalement des performances, il peut se faire sans justement que ces 5, 6, 7 grosses valeurs ne craquent totalement, Florian. C'est tout l'enjeu. D'accord, oui, c'est ça. C'est tout l'enjeu de l'année. C'est le grand question mark de 2025. Quoi. Par où se fait le rattrapage ? Est-ce que c'est un rattrapage par le bas ou un rattrapage par le haut ? Et les 2 cas ne sont pas du tout les mêmes. Non.
Pour nous, ce scénario de reprise, c'est un rattrapage justement du bas vers le haut. Mais par contre, le scénario adverse, c'est plus du tout un scénario d'inflation. Pour nous, l'inflation, c'est pas du tout le risque extrême. Le risque extrême, c'est plutôt que y ait des dérapages et que ces dérapages entraînent un nouveau ralentissement, cette fois-ci inattendu. C'est-à-dire qu'on aura effectivement, on aura des courbes des taux qui n'anticiperont rien et on serait très surpris de voir le cycle se retourner par l'investissement, par exemple. Pierre, je reprends là tout à l'heure votre description effectivement de cette normalisation, ces normalisations des courbes de taux. Est-ce que pour vous, du coup, on comprend mieux ce qui se passe? Est-ce que c'est un environnement favorable à la prise de risque, là, toujours pour 2025? Et comment on prend du risque sur les marchés financiers? C'était déjà le cas en 2024, parce que pour répondre à votre question sur est-ce que ça s'est diffusé, vous avez le high yield émergent qui a fait 15% en devise dure en 2024. Donc c'est vraiment une performance très forte. C'est pas du tout le même cas. Même des indices high yield en Europe font mieux que certains indices actions en Europe. Bien sûr, mais c'est vrai que le high yield émergent, qui est quand même vraiment du vrai risque. Du vrai risque. Du vrai risque, mais attention, c'est en devise dure, parce que bien sûr, en devise locale, vous avez la force du dollar qui fait que ça donne pas du tout les mêmes performances. Mais on a quand même des marchés qui sont très constructifs et des marchés risqués très constructifs. Et ce qui est assez paradoxal sur les marchés développés, c'est que tout ce qui est considéré comme pas risqué est le plus risqué et inversement. Donc, c'est vrai que Mistigris, le risque a changé de camp là. Mais c'est vrai qu'on est quand même très très constructif sur tout ce qui est les obligations risquées. Depuis très longtemps, on n'aime pas du tout la duration, le souverain, on n'aime pas du tout. On a un scénario de repentification, on en a notamment parlé. Et même là, une fois que les courbes se normalisent, là, c'est toujours pas intéressant pour vous d'aller être un peu plus long duration sur des taux souverains. Alors, je pense qu'on n'est pas encore à l'équilibre. Voilà, c'est vraiment une question de. Pas encore le bon prix. Ouais. En tout cas, tant que les courbes bougent à ce point-là, et c'est vrai qu'elles ont vraiment tourné et elles continuent de tourner. Moi, j'aime pas trop cet environnement où on se dit, c'est comme un tourniquet. C'est la lessiveuse, quoi. Oui, un tourniquet, on peut pas savoir. Il faut être vraiment très tactique. Et nous, malheureusement, on n'a pas un style de gestion tactique. On est plutôt stratégique. Donc là, on attend que les marchés soient à l'équilibre. On est beaucoup plus à l'aise sur les. Alors nous, on aime bien les marchés actions développés. Et on est sur pondéré Europe parce pour plein de raisons, parce que les dynamiques n'ont pas été bonnes et parce que, encore une fois, pour peut-être clarifier ma position, c'est que toute surprise ne peut être qu'une surprise positive. En Europe ? Pour le moment. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à trouver, on a fait notre comité d'allocation hier, et on a eu beaucoup de mal à trouver un scénario de risque négatif, donc je suis vraiment ravi. Sur l'Europe ? Ah ouais, c'est vraiment très très dur. Donc le pire est déjà intégré, quoi. Oui, mais c'est vrai, c'est dur de trouver un scénario de risque négatif. Donc, plus négatif que de l'investissement, ça peut être vraiment une bonne idée parce qu'on a vraiment phosphoré. Et c'est vrai que l'inflation, on est raccord. On pense que les banques centrales ont fait vraiment le boulot et qu'elles sont tellement vigilantes que la reprise de l'inflation est assez peu probable. On a du mal à voir comment le scénario macroéconomique de croissance, ça pourrait être pire en Europe, parce que c'est quand même pas, même à 0,9, c'est quand même pas incroyable. En France, on n'arrête pas de baisser les prévisions de croissance, mais en même temps, on a une Union européenne qui est plutôt conciliante, donc on sait que le déficit va être plus important qu'il aurait dû être, donc on n'a quand même pas un gros haircut sur les dépenses publiques. Donc je pense que sur le scénario central, c'est vrai qu'on a un scénario de risque positif qui est très important. Très important. Voilà. Bon. Rattrapage de l'Europe, ça peut être effectivement un des grands thèmes de cette année 2025. Alors nous, on n'est pas sous-pondéré aux États-Unis, on est neutre. D'accord. Neutre. Oui. Au niveau des Indes. Sur l'Europe, qu'est-ce qui peut, je sais pas, déraper du scénario central, Michel? Et j'imagine qu'il faut dire un mot aussi de l'emploi, qui est une variable clé là aujourd'hui dans la dynamique d'inflation que surveille notamment la Banque centrale européenne. Donc, partant de l'emploi, de ce qui peut se passer sur l'emploi cette année, qu'est-ce que ça nous dit de jusqu'où la BCE pourrait aller en matière de baisse de taux, Michel? Oui. Tout à l'heure, on parlait de sous-performance de l'Europe. En fait, en termes de marché du travail, on ne peut pas parler de sous-performance de l'Europe depuis 4 ans. Ça a été une extraordinaire performance. Le taux de chômage en Europe n'a jamais été aussi bas probablement depuis les 30 Glorieuses. Et tous les autres indicateurs de tension sur le marché du travail donnent la même photo. Donc, on a un marché du travail qui est extrêmement tendu. En tout cas,
taux de chômage il est à 6,3, c'est pas le même qu'aux États-Unis, mais par rapport à ce à quoi on est habitué, c'est extrêmement tendu. Donc une très bonne performance du marché du travail, et il faut avoir en tête que l'Europe fait face à un défi démographique. La population en âge de travailler est en train de baisser. Maintenant, elle baisse. Et elle va continuer, d'après les projections de la Commission européenne, elle va baisser de 0,4% par an entre 2025 et 2030. Donc ça veut dire que si vous créez 0 emploi, le chômage, il baisse. Ouais. Si vous détruisez un peu d'emplois, le chômage, il baisse aussi. En zone euro, c'est ça la situation. Donc ça c'est quand même très important en termes effectivement de perspectives salariales. La hausse des salaires va ralentir parce qu'elle est indexée sur l'inflation ralentit. Mais jusqu'à où ça dépend évidemment des tensions sur le marché du travail. Et là, les risques, pour moi, le risque, il est plutôt légèrement haussier que par rapport à ce qu'on anticipe, que le marché anticipe. Peut-être que si la croissance est légèrement supérieure, là, j'entends un discours, mais même plus positif que celui que j'ai en tête, si c'est ça, il y aura plus d'emplois, le chômage baissera plus, et les tensions salariales, elles seront plus fortes. Parce que là, on anticipe, certains... Pour vous donner quelques ordres de grandeur, il y a 2 pays qui vont pas bien, Allemagne et la France. La France, la progression des salaires est faible, elle est autour de 2. Allemagne, on n'est pas loin de 2,5-3. Mais c'est parce que c'est les pays qui vont moins bien. C'est les 2 pays où le taux de chômage monte. Mais les autres pays, le taux de chômage, il baisse très vite. Ah oui, c'est ça. D'une part, parce qu'il y a une dynamique de croissance qui est plus forte. D'autre part, parce qu'ils font face à ces défis démographiques. Et dans les autres pays, quand vous regardez la moyenne de salariale dans les autres pays, c'est 7%. Ça. 7%. Et donc, vous voyez, si Donc c'est les périphériques, l'Est, etc. Il y a l'Espagne, mais même en Italie, les salaires, ils sont à 5 en Italie, la hausse des salaires. À trop regarder la France et l'Allemagne, on rate le point. Alors ça, c'est pour moi un thème de marché. En tout cas, je pense que les marchés vont se dire, oui, la France, l'Allemagne ne vont pas bien. Donc l'Europe va pas bien. Donc la BCE doit baisser les taux. Mais si la BCE, elle regarde les agrégats, il n'est pas sûr qu'ils baissent aussi vite. Alors, l'inflation totale, oui, elle va aller vers 2. Mais l'inflation sous-jacente, elle est à 2,7. L'inflation des prix des services, elle est à 4. Elle est à 4 depuis 6 mois. Oui, ça ne bouge plus, oui. 2,7 depuis 6 mois, ça ne bouge plus. Ça, est-ce que ça va baisser un peu? Mais est-ce que ça va aller vers des niveaux compatibles avec 2% durablement cette année? Nous, c'est pas loin d'être notre scénario, mais on n'est pas du tout sûr, quoi. En particulier si la croissance elle est plus forte, alors là non. Et donc là, ce ne sera pas le cas. Et donc, ça, du point de vue de la BCE, ça signifie que oui, le taux à 3 va pouvoir les baisser. On peut faire encore quelques baisses de taux à chaque meeting, là. Voilà, ouais. En janvier, en mars, on va baisser à 2,5. Vous ne tuez pas le truc tout de suite, Michel. On va passer à 2,5. Mais après 2,5... Ah ouais, dès 2,5, ça va être une autre histoire. Ça va dépendre des données, mais vous voyez, là, d'un point de vue fondamental, il n'est pas évident que l'inflation sous-jacente, en mars, elle soit à 2,2, 2,3. C'est pas du tout acquis. Si elle reste à 2,7... je pense qu'ils vont se poser. Et s'il y a la croissance qui revient, et même si l'Allemagne, même si en Allemagne, en France, on a le taux de chômage qui monte, mais que le taux de chômage moyen de la zone euro, lui, il continue de baisser, qu'est-ce qu'ils font? Une BCE qui baisserait moins ses taux que prévu, parce que là, elle est à 2,5, le marché. Alors peut-être que ça s'est un peu corrigé. Il price 2 maintenant. Ouais, maintenant il price 2. Donc effectivement. Ça peut être une déception pour la partie action en zone euro, ou si la contrepartie c'est qu'il y a plus de croissance, est-ce que c'est ce phénomène-là qui l'emporte Parce que tout l'enjeu c'est la croissance des profits, croissance des profits à ne pas casser. Ce qu'on voit nous dans nos indicateurs macro, donc de suivi de conjoncture de nos castings, c'est que cette reprise européenne, elle est encore embryonnaire. On est encore au début de cette reprise européenne. Quand on regarde l'ensemble des secteurs qui composent la zone euro principalement, le risque, c'est effectivement que la BCE ne baisse pas suffisamment ses taux et vienne contrecarrer ce début de reprise.
Et si reprise il n'y a pas, et si d'autres banques centrales font la même erreur, si c'est une erreur évidemment, là on va commencer à mettre en danger ces perspectives de profit. Ouais. On est des drogués au profit, pas des drogués à la monnaie de banque centrale. Il faut être vraiment très clair de ce côté-là. Et on veut voir plus de profit dans les boîtes européennes pour pouvoir y retourner et créer un engouement vis-à-vis d'actifs qui aujourd'hui sont détestés. Oui, c'est ce que vous disiez. Par les gérants de portefeuille. Donc nous, on a envie de sortir des US. Jusqu'à présent, ça a été coûteux de sortir des US en termes de performance. On entrevoit un chemin, une ligne de crête, pas très facile à naviguer, où effectivement, si la BCE fait ce qu'on imagine qu'elle va faire, et là, nous, on irait plutôt à 2%, on serait assez content de voir 2%, alors on serait content de détenir des actions européennes. Et deuxième point, attention quand même, on ne peut pas vraiment aller en dessous de 2% pour l'instant, le risque c'est l'euro, quoi. C'est que la zone euro pourrait se mettre à importer de l'inflation de l'extérieur, et ça, ce ne serait pas spécialement une bonne nouvelle, les prix du pétrole. C'est encore vrai ça, oui, c'est encore un facteur important, la faiblesse de la devise, euro, et le lien avec l'inflation importée, pas autant que pour la Grande-Bretagne. Ouais. C'est une évidence. La zone euro est une grande économie intégrée, soit. Mais voilà, si on a un change qui est en dessous de la parité, ça va commencer à devenir difficile. C'est pas notre scénario. On verrait plutôt un rebond de l'euro, justement, vu tout ce qui est anticipé en termes de scénario monétaire aujourd'hui. Ouais. Sur l'échange, effectivement, est-ce qu'il faut se préparer à beaucoup de mouvements de change ? On a très peu parlé de Donald Trump au passage. Mais non, mais c'est très bien. On s'est focalisé sur autre chose que Donald Trump, mais on sait quand même qu'il est là, qu'il est dans la pièce et qu'il va arriver. Mais le dollar fort, on sait que bon, à un moment, ça peut peser non seulement sur l'activité aux États-Unis, enfin sur les entreprises américaines, mais ça peut être un problème pour le reste du monde aussi. Pierre. Oui, alors c'est sûr que nous, on est quand même assez dépendant des matières premières. Donc, comme tout se passe en dollars, c'est là où on peut avoir de l'inflation importée. Mais pour reprendre sur la BCE, en fait, on peut très bien imaginer qu'elle vise un taux réel à 0. Et je pense qu'elle sera finalement assez pragmatique. Parce que la BCE, elle est quand même assez... elle est toujours en retard, mais elle est quand même assez pragmatique. Et en fait, si on parlait de taux réel au début de l'émission, on peut très bien se dire que finalement, la BCE... elle pilotera le taux réel de telle manière qu'il soit complètement plat et que justement il y ait une préservation des profits, parce qu'elle n'a pas le mandat sur le chômage, mais elle voit quand même que 50% du PIB est un peu dans un marasme entre l'Allemagne et la France. Donc je pense qu'elle sera finalement suffisamment pragmatique. Oui, s'il n'y a pas que l'Allemagne et la France qui comptent, la France et l'Allemagne, ça peut toujours aussi compter, quoi. Oui, mais parce que finalement, c'est un jeu d'équilibristes où ils sont assez... Oui, mais c'est le jeu des gouverneurs. François Villeroy-de-Galhau affirme qu'il faut aller à 2% d'ici cet été, que c'est l'objectif, et voilà. Mais je pense que tout le monde a intérêt à ce que justement la grande économie intégrée fonctionne mieux ensemble. Donc après, on voit que politiquement, il peut y avoir des francs-tireurs. Je pense à l'Italie où, sans parler de Donald Trump, on voit qu'il y a des photos qui circulent avec Giorgia Meloni, et on peut penser qu'il y a des gens qui veulent y aller tout seuls. Donc c'est vrai que la BCE, comme entité stabilisatrice, c'est plutôt pas mal. Sur le dollar fort, malheureusement, le marché, il est un peu... Alors, encore une fois, je pense qu'on est aussi un peu intelligent l'un que l'autre. C'est que la différence de différentiel de taux fait qu'il y a un soutien pour le dollar qui est, pour l'instant, manifeste. Et si on se dit que le dollar, c'est l'equity du pays États-Unis, c'est vrai qu'on a quand même une force économique qui est... redoutable. Donc je ne sais pas comment faire baisser le dollar avec une économie qui vole de record en record et qui surprend tout le temps à la hausse, et avec un président, en tout cas, un ancien président qui était quand même assez pro-business et un nouveau président qui est encore plus pro-business. Donc c'est vrai que là, c'est très difficile pour les autres. Voilà. Mais moi, je dirais que la BCE sera assez pragmatique et qu'elle n'entamera pas toute faiblesse, toute reprise économique. Elle va plutôt viser... Elle a été capable, le 6 juin 2024, d'attaquer la première, son cycle de baisse de taux avant la Réserve fédérale américaine. C'est ça, mais elle a été très très soulagée par le fait que la Réserve fédérale américaine lui emboîte le pas. Oui, avec 50 points de base à délivrer en septembre. Vous évoquiez les émergents, dans l'idée que ça vous intéressait pour 2025, l'idée de cet étalement, comme vous dites, des performances. Florian, les émergents, ça veut dire la Chine aussi ? Oui, ça veut dire que oui. On a une vision assez positive.
C'est le moment d'avoir une vue plus constructive sur la Chine. Pour les mêmes raisons qu'on peut avoir une vue constructive sur l'Europe. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de nouvelles qui sont aujourd'hui pressées. À la différence de l'Europe, les taux longs sont en train de baisser. C'est plutôt quelque chose qui va venir stimuler l'économie. On n'a encore pas vu l'intégralité de la stimulation fiscale qui va être déployable dans la zone. Et on a beaucoup de pessimisme dans le prix des actifs. Donc c'est le type de configuration dans lequel on peut avoir... Quand on a cette impression qu'on ne peut pas avoir de plus mauvais scénario, de scénario plus adverse, c'est le moment où on peut avoir justement un squeeze dans le marché, des surprises. Oui. Exactement. On a cru le voir lors de l'annonce du premier stimulus. Bon, on imagine, nous, en tout cas, que voilà, nos gérants actions qui ont les pieds en Chine nous en font part à chaque meeting qu'on a avec eux. Ils voient de l'amélioration, ils ont une position plutôt positive, ils adorent la technologie chinoise, et il y a des choses qui sont extrêmement novatrices, qui sont faites chez eux, des entreprises qui sont de pointe, mais qui ne sont pas du tout évaluées au prix des comparables américaines. Donc oui, on aime bien ça. Et puis côté crédit, c'est aussi assez chouette. Vous avez des attentes de rendement élevées, des carry élevés. C'est des environnements... ça a fait très bien cette année, mais c'était plutôt un phénomène de reprise. Là, on va commencer à rentrer en vitesse de croisière chez les émergents. Cette vitesse de croisière, elle est assez attractive aussi longtemps que le dollar n'est pas trop fort et ne vient pas perturber ce jeu-là. On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché. Florian Yelpo, responsable de la macro chez Lombard-Odier IM. Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions de Myria Asset Management. Et Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Et ce soir, nous allons dresser le grand palmarès des thématiques 2024 avec l'aide de Galilée Asset Management et de son président Ronnie Michali qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. On se voit quasiment tous les mois pour décrypter les grandes thématiques avec les outils développés en propre, en interne par Galilée Asset Management, le codex des thématiques notamment. Et donc, début janvier, l'idée est de faire le grand palmarès des thématiques 2024 sur la base de vos outils d'analyse. Qu'est-ce qu'il en ressort, Ronnie ? Absolument. Alors déjà, meilleurs vœux, Grégoire. Tous mes meilleurs vœux également. Un premier constat sur la gestion thématique. Elle a connu dans l'absolu une bonne année. Si on fait la moyenne équipondérée des 25 thématiques qu'on regarde, on est à plus 11,3%. Mais attention, c'est quand même en recul par rapport au MSCI World qui lui fait 17%. Ah ouais. Il n'y a que 10 thématiques sur les 25 qu'on regarde qui surperforment le MSCI World cette année. À mi-parcours, c'était 5 thématiques sur 25. Donc, à la fin de l'année, c'est 10 thématiques sur 25. Il y en a pas mal qui sont revenus à la fin de l'année, notamment les thématiques qui ont en leur sein le secteur de la tech qui est réellement important. Ouais. Et donc, on le voit ici sur le top 3 et le top 3 2024. Exploration spatiale, plus 42%. Alors là, nouvelle thématique. Je crois qu'on en a parlé en fin d'année dernière, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. À voir en replay sur bismart.fr. Absolument. Alors, elle a bien décollé, si j'ose dire, avec l'élection de Donald Trump et sa proximité avec Elon Musk. Ensuite, en deuxième, on a Finance du futur, presque plus 36%. Et en troisième, économie numérique, plus 30%. Je ferai le bas du classement tout à l'heure. Un petit mot peut-être sur exploration spatiale. Ouais. Alors, bien sûr, ça a décollé surtout au mois de novembre, décembre de l'année dernière, mais il y avait déjà une bonne progression au cours de l'année 2024. C'est quand même une thématique qui a une croissance de son chiffre d'affaires de 8% par an, une croissance de ses bénéfices par action de 15% par an. C'est quand même très conséquent dans l'univers des thématiques. Elle bénéficie bien sûr de la baisse du coût des lancements des satellites. Et les fortes contributions de cette thématique ont été Rocket Lab, plus 360% l'année dernière. Donc évidemment, société qui fait des fusées, des lanceurs d'engins, ou encore AST Space Mobile,
qui crée un réseau cellulaire 5G qui est basé dans l'espace, plus 249% l'année dernière. On avait déjà une bonne année sur cette thématique l'année dernière, plus 19%, mais là, plus 42%. C'est donc 2023 plus 19, 2024 plus 42 pour l'exploration spatiale, qui est une nouvelle thématique, hein, c'est ça. C'est quand même un gisement naissant, on va dire, de valeurs et de fonds pour investir purement sur ce segment-là. Absolument. Ouais. C'est l'une des plus récentes qu'on a avec Gaming et Metaverse. Oui. Et donc, c'est l'une des thématiques qui a connu le plus récemment des fonds et des ETF qui se sont ouverts sur ces valeurs. Ah ouais. Bon. Très bien. Voilà. Ensuite, finance du futur, une thématique qui a profité bien sûr de l'attrait pour les crypto-monnaies, le halving du Bitcoin en début d'année, mais surtout le marché des fintech de l'InsurTech, parce que c'est aussi, il n'y a pas que de la blockchain dans cette thématique, qui profite bien sûr de l'attractivité du fait de la réduction des coûts opérationnels que les fintech engendrent, la réduction des intermédiaires aussi, l'élimination des opérations manuelles que ça engendre. Évidemment, tout ça, ça fait progresser la thématique. Les fortes contributions dans cette thématique depuis en 2024, c'est Coinbase, plus 40%. Ouais, bien sûr. Évidemment, plateforme d'échange de crypto pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il y a Robinhood en brokerage plus 192% et tout simplement, beaucoup plus connu, PayPal, quand même plus 39% l'année dernière. Ouais, bon. Voilà. Et puis, on reste dans la partie tech, innovation avec l'économie numérique aussi. Alors, c'est ça. Économie numérique, avec des valeurs qui ont connu une forte croissance du commerce en ligne, mais aussi les plateformes de streaming, parce que vous savez que dans cette thématique économie numérique, il y a un énorme pan de cette thématique qui fait partie de ce qu'on appelle l'économie de l'abonnement. Bien sûr. Et donc les streamers qui ont enfin réussi à augmenter leur rentabilité, à avoir un petit peu de pricing power, ce qu'on leur reprochait toujours. Et donc on a un Netflix par exemple, plus 85% l'année dernière, ou encore un Spotify, plus 140%. Ah, effectivement, des belles performances pour des valeurs de points importants. Vous citiez Netflix, on est sur une valeur quand même à plusieurs centaines de milliards de capitalisation boursière aujourd'hui. Voilà donc pour les 3 meilleures thématiques de 2024. Oui. Revenons également sur les 3 flops, comme on dit, donc sur les 25 thématiques. Vous disiez 10 ont surperformé le MSCI, et puis on va se focaliser là sur les 3 moins bonnes thématiques qui affichent d'ailleurs des performances négatives, pour le coup, en absolu. Tout à fait. Alors, qui affiche des performances négatives. Donc, j'ai même apporté un graphique avec la volatilité pour qu'on puisse regarder dans quelle mesure de risque. Alors, c'est évidemment le même. Alors, c'était celui juste avant. c'est le graphique avec les performances que vous avez vu. Et j'ai rajouté, colonne 2, la volatilité. Intéressant. Et donc, on voit que mobilité du futur, la mauvaise performance, on va dire, même si elle est légèrement négative, elle s'est réalisée dans une volatilité qui est quand même importante. C'est pas le cas de défi alimentaire, qui est une thématique plutôt défensive, mais j'y reviendrai. Et énergie propre, bon, ça c'est un peu catastrophique depuis 2020. C'est important, non mais juste un mot. Oui. Pourquoi c'est important de croiser la performance avec la volatilité? Parce que c'est vrai qu'on gère aussi par les risques. Et la volatilité, c'est parfois quelque chose de difficile à supporter, même dans une thématique qui peut avoir des performances financières positives. Ah mais absolument, donc, quand on crée un portefeuille, et voilà. Vous savez, c'est un ratio important. Un sélectionneur d'équipe de foot, il faut des attaquants et il faut des défenseurs. Et il faut des thématiques plutôt défensives qui protègent le portefeuille lorsque ça bouge beaucoup, et il faut des attaquants qui font de la perf évidemment lorsque qui marquent des buts. Donc on peut dire finalement que énergie propre également, avec moins 22% year to date, tout ça c'est fait dans une volatilité quand même assez importante. Donc, pour revenir en détail, on va dire, sur mobilité du futur, si on regarde un peu dans le rétroviseur, si je puis dire, pour cette thématique, on a quand même une bonne année 2023, plus 23% 2023. Donc, c'est à la différence de défis alimentaires et de énergie propre qui ont également des mauvaises performances l'année dernière, mobilité du futur, elle a une bonne performance l'année dernière. Mais cette année... L'année 2023. Voilà, voilà, exactement. Parce que l'année dernière, c'est... Tout à fait. Mais elle a connu, bien sûr, des difficultés du secteur automobile. Elle a connu une perte d'engouement pour les véhicules électriques et surtout une concurrence accrue des véhicules chinois.
Et donc les forts détracteurs dans cette thématique, il y en a pas mal, mais surtout on a Alphen dans les bornes de recharge, moins 80% quand même, ou plus connu Valeo, moins 33% cette année. Ouais. Donc ça, c'est pour la thématique mobilité du futur. La thématique défi alimentaire, réellement rattrapée par l'inflation ces dernières années, la baisse des marges, avec également une augmentation des taux d'intérêt qui n'a pas été très propice pour cette thématique. On a vraiment une crise agricole, on l'a vu en Europe, notamment en France également. Ou partout en Europe, ouais. Voilà, et une rebaisse des matières premières qui avait monté lorsqu'on avait eu la guerre en Ukraine, mais qui maintenant ont rebaissé, alors que l'inflation, elle, a effectivement rebaissé, mais qu'elle se ressent dans le pouvoir d'achat des ménages. Donc, on a Nestlé, par exemple, qui nous avait habitués à des performances vraiment exceptionnelles. Normalement, c'est un paquebot, Nestlé. Tout à Normalement, fait. c'est du fonds de portefeuille, ça fait la croissance mondiale, ça bouge pas. Absolument, moins 23% l'année dernière, en 2024. Ouais. Donc, on est vraiment sur une thématique qui a beaucoup de mal en ce moment. Et enfin, énergie propre. Alors, on avait eu une très bonne année 2020, plus 132%. Oui, c'était la bulle verte. Voilà, la bulle verte, même. On parlait de la bulle verte. Mais Oui. depuis, c'est catastrophique. Ouais. Et puis, l'année dernière, en 2023, effectivement, moins 13%, 2024, moins 22%. Donc, ça continue, les mauvaises performances qui s'accumulent. On a pas mal de sociétés dans cette thématique qui font plus de 50% de pertes cette année, sur le niveau du cours boursier. Dans l'éolien, dans le solaire également. L'élection américaine a enfoncé le clou en plus, puisqu'on a une thématique qui était déjà rattrapée par la hausse des taux et qui en plus a pour risque de voir réformer l'Inflation Reduction Act de Joe Biden par Donald Trump, ou même peut-être abrogé. Donc on est vraiment sur une thématique où le flou est total. Ça n'a pas suscité de réengouement après effectivement ce moment un peu bullesque au cours de l'année 2020 où on a vu des valorisations s'envoler sur cette thématique green, quoi. Exactement. En fait, il y a énormément de projets qui étaient rentables avec des taux d'emprunt bas, mais qui se trouvent plus rentables avec des taux d'emprunt qui ont simplement un tout petit peu augmenté. Ouais, un modèle d'affaires qui a été profondément perturbé effectivement par cette remontée des taux. Il nous reste 2 minutes pour évoquer une thématique qui n'est pas ni dans le top 3 ni dans le flop 3, mais qu'on a déjà décortiqué avec vous et peut-être même plus d'une fois, Ronnie. Oui. Robotique et IA. Enfin, c'est le moment d'en parler. Jensen Huang, au CES de Las Vegas cette année, nous dit l'avenir, c'est l'IA physique. La nouvelle frontière après les IA digitales et les chatbots, c'est l'IA physique, où on va coupler des modèles d'IA avec de la robotique. Bon, voilà, c'est le thème de marché, là. Exactement. Alors, à noter qu'elle était sur le podium à mi-parcours. Quand j'étais venu en juillet faire le palmarès du début d'année, elle était sur le podium. Et là, elle est au 8e rang avec plus 18%. Alors, c'est quand même une très bonne performance, meilleure que le MSCI World. Et du coup, beaucoup de gens nous demandent, des clients en particulier, des professionnels, nous appellent pour nous demander est-ce que on continue à investir sur l'IA? Est-ce que c'est pas trop haut? Est-ce que c'est pas bullesque, comme vous disiez tout à l'heure? Et en fait, j'ai trouvé intéressant ce graphique de la valorisation, cette fois-ci, le price earning ratio. En fait, la cherté de l'IA et de la robotique stagne depuis quelques années, malgré les bonnes performances, alors que le MSCI World monte. Et donc, en fait, le spread se resserre entre les deux. C'est-à-dire que, bien sûr, l'IA est toujours plus cher que le MSCI World, les actions mondiales, mais on reste quand même sur quelque chose qui devient de moins en moins cher par rapport au MSCI World. Donc, performance 2022, moins 34, évidemment, avec la hausse des taux. Performance 2023, très bonne, plus 51%. L'année dernière, je l'ai déjà dit, 18%. C'est une thématique qui a des croissances de chiffre d'affaires de 9-10% par an, donc c'est quand même assez énorme. Croissance des bénéfices par action de 15% par an, donc très très forte croissance. Les dépenses, bien sûr, ne vont qu'augmenter. On a quand même... On estime qu'il y a une augmentation des dépenses d'à peu près 42% sur 10 ans, donc les dépenses d'IA. Et alors, si vous le souhaitez, j'ai un ou deux supports pour... Il nous reste 30 secondes. Excellent. Alors, tout d'abord, on a créé, bien sûr, avec la banque EFG, un AMC, donc un Actively Managed Certificate, qui fonctionne un petit peu à l'image d'un ETF et qui reprend
toutes les valeurs, les 50 valeurs qui reviennent le plus dans les fonds et ETF de la place sur cette thématique. Donc ça, c'est pour investir de manière la plus pure possible dans la thématique robotique et IA. Environ sur une volatilité de 22% l'année dernière. Donc voilà, une volatilité assez faible. On a chez ARC, Autonomous Tech and Robotics, c'est un pure player dans les domaines bien précis de la robotique et de l'IA. Plus volatile quand même chez ARC, comme toujours, à environ 27%. Et enfin, chez BlackRock, on a le iShares Automation and Robotics qui investit sur les grands leaders du développement de la tech dans ce domaine. Bon, voilà, robotique et IA, effectivement, c'est le thème du moment, on en a parlé cette semaine. Merci beaucoup Ronnie. Ronnie Michali, président de Galilée Asset Management, avec nous pour ce grand palmarès des thématiques dans Smart Bourse. Merci Grégoire.